Eh bien, bonjour et bienvenue à cette conférence Energaia sur la méthanisation. Donc moi, je suis Aude Richard, je suis journaliste spécialisée en énergie renouvelable et en agriculture aussi, ce qui peut compter en méthanisation. Et donc cet après-midi, on va parler de méthanisation, comment passer du projet à l'acceptation ou l'acceptabilité, en tout cas arriver à faire sortir les projets de terre. Parce qu'en une décennie, en fait, on a vu vraiment la filière méthanisation arriver à installer plus de 600 mégawatts. 600 mégawatts, c'est énorme. En une seule filière, c'est la seule filière qui a réussi à dépasser ses objectifs de la PPE, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais par contre, force est de constater qu'après 3 ans de forte croissance, le rythme, cette année, des raccordements, des installations, il est en train de baisser petit à petit là, au premier semestre 2024. Et le pilier de la filière, c'est vraiment les raccordements issus de la méthanisation agricole. Et eux, ils sont fortement touchés cette année. Alors, c'est un mauvais signe pour atteindre l'objectif de 20% de gaz vert en 2030. Parce que pour atteindre cet objectif, il faudrait tripler les volumes des années records qu'on a eues en 2021-2022. Donc voilà, normalement, on devrait encore augmenter, et là, ça ralentit. Alors, quelles sont les raisons de ce ralentissement ? Est-ce un signe assez préoccupant ? Quels sont les principaux défis à surmonter pour atteindre les objectifs futurs de la filière des gaz renouvelables en France ? C'est ce que nous allons voir avec nos 3 invités pendant à peu près 40-45 minutes. Et puis après, on prendra vos questions à la fin de la table ronde. Alors juste, on devait accueillir Adeline Canac, qui est agricultrice en Aveyron et présidente des méthaniseurs agriculteurs de France en Occitanie. Mais malheureusement, elle est souffrante. Donc, je me retourne vers vous 3. Donc, Philippe Vervier, vous êtes fondateur et directeur du cabinet de conseil Acceptable Avenir. Claude Bompard, vous êtes directeur technique de GRDF Pyrénées-Orientales et président du club des méthaniseurs, du club Biométhane Occitanie. Et enfin, Philippe Pouèche, vous êtes responsable du centre régional du gaz vert à l'AREC, donc l'Agence régionale de l'énergie et du climat. Et moi, j'aime bien savoir aussi à qui on s'adresse. Alors, juste un petit sondage rapide. Est-ce que vous êtes plutôt des agriculteurs méthaniseurs ? Non, il n'y en a pas dans la salle. Des bureaux d'études ? Non plus. Ah. Des institutions ? D'accord. Élus locaux, collectivités, agents ? Très bien. Des étudiants ? Ah, en force les étudiants. et après, j'allais dire et d'autres, parce que bon, voilà, on n'arrive pas à caser tout le monde dans toutes les catégories. Alors pour commencer, on va revenir quelques minutes sur le contexte de cette année 2024, qui est assez particulier. Philippe Pouèche, vous, avec votre regard de responsable régional au niveau des gaz verts à l'AREC, quelle a été l'évolution du nombre de raccordements d'unités en Occitanie ? Alors, en 2024, on est sur des projets qui ont démarré il y a 4 ans et je pense qu'il va y avoir 2 unités, voire 3, nouvelles qui auront injecté cette année. En moyenne, quand même, depuis les 5-6 dernières années, on a entre 3 et les meilleures années, je pense que c'était 6 ou 7 installations par an. On est quand même dans une région où la méthanisation a du mal à se développer avec des vitesses. Il faudrait grosso modo 3 fois plus, voire 4 fois plus pour atteindre les objectifs des scénarios que l'on fixe, que ce soit pour la PPE, que ce soit pour aussi le scénario REPOS, Région à énergie positive. Aujourd'hui, pour donner juste un chiffre, en fin 2023, je pense qu'en 2024, on va avoir un peu plus, mais on est de l'ordre de 350 gigawattheures en injection. On vise en 2030, si possible, le térawattheure. Ouais. Ah oui, x3 quoi. Ouais. Et 2050, si on peut se permettre, c'est des simulations, il nous faudrait entre 8 et 9 térawattheures, donc 8 ou 9 fois plus dans les 20 ans qui vont rester jusqu'en 2050. Voilà. Alors quelles en sont les raisons ? C'est quand même multifactoriel, ça a toujours été ça. Il faut savoir qu'un projet de méthanisation, c'est quand même un projet complexe et long. C'est un projet aussi assez capitalistique, puisque des unités de méthanisation,
Aujourd'hui, hein, en injection, elles sont toutes en injection, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, on fait que de l'injection de biométhane dans les réseaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des tarifs d'achat du biométhane dans les réseaux qui permettent d'avoir des rentabilités économiques, hein, ce qui est normal, pour des unités de méthanisation. Et on a commencé à faire de la méthanisation en France avec de la cogénération, c'est-à-dire de l'électricité et de la chaleur. Et aujourd'hui, les tarifs d'achat de cette électricité ne sont pas au rendez-vous au regard des équilibres économiques, de bénéfices attendus d'unités de cette nature-là. Voilà. Donc c'est des problématiques quand même, elles restent présentes. Voilà. Donc le capital, enfin voilà, l'argent est quand même compliqué à aller chercher, et, notamment dans le monde agricole, hein, c'est quand même assez difficile. On demande des fonds propres importants. Vous connaissez l'agriculture, il y a d'autres difficultés aussi dans le monde agricole d'un point de vue économique. Donc c'est pas si simple, ça freine quand même pas mal, même si les banquiers sont au rendez-vous, honnêtement, et ils ont compris la filière, ils sont prêts à y aller si c'est des bons projets. Voilà. Mais bon, ça freine. Et puis ensuite, et on en reparlera, c'est les recours lorsqu'il y a des autorisations qui sont demandées en tant qu'installation classée pour l'environnement notamment, ou sur les permis de construire dans les départements, qui nous font perdre, je dirais, quasiment 2 ans chaque fois, quoi. 1 an et demi à 2 ans. Et là, il est très rare de ne pas avoir un projet sans opposition. Sur les projets qui arrivent. Voilà. Là, par exemple, il y a 7 projets en cours qui sont prêts à construire, hein, mais ils sont en recours. Ah oui. Ouais. Sur les 7, il y a des recours, 100%. Sur les 7. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était sur l'éolien, et maintenant, c'est systématiquement sur la méthanisation. Ouais. D'accord. Et donc, on voit bien, on en parlera peut-être après, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire derrière, quoi. Ouais, on va voir ça, c'est vrai, dans une deuxième partie. Juste, Claude Bompard, à GRDF, vous faites le même constat? Pardon. Oui, alors j'adhère tout à fait à ce que vient de dire Philippe. Pour autant, je pense qu'il y a aussi un sujet qui est lié à la communication, à l'engagement politique sur la méthanisation. Les causes, Philippe les a expliquées. On a un trou d'air parce que la dernière PPE qui vient de se terminer avait fixé un objectif assez peu ambitieux. C'est pour ça que la filière l'a rempli? La filière l'a doublé, l'a largement dépassé, ce qui donne raison sur, sur le fait qu'il était assez peu ambitieux, et qui avait conduit aussi à une faible revalorisation des tarifs. Donc Philippe l'expliquait. Ça a entraîné effectivement une difficulté quand même sur l'équilibre économique des projets. Ça a un peu cumulé avec effectivement un portage, une ambition qui était relativement en deçà de ce qu'on pouvait faire. Preuve en a été faite. Ça a conduit effectivement à une baisse des entrées dans ce que nous on appelle le pipe d'affaires et les projets en émergence. À partir de 2020, Philippe l'a dit, un projet, ça met 4 ans à se développer. On a la baisse des mises en service qui s'opère maintenant et qui, il faut le reconnaître, risque de perdurer encore quelques années. Alors justement, le tarif de revalorisation d'achat du kilowattheure a été augmenté en 2023. Exactement, et on en a déjà vu les effets positifs, c'est-à-dire qu'on a à nouveau une réémergence des porteurs de projets qu'il faut bien entendu essayer de tous conduire jusqu'au bout, hein. Donc le problème d'acceptabilité, il demeure, mais voilà, la baisse qu'on a n'est pas liée à un désamour ou à un désengagement, est liée à des aspects conjoncturels qu'on avait vu venir et qu'il conviendra de rectifier, et je l'espère, dans la prochaine PPE. Donc pour vous, avec le nouveau tarif d'achat qui est sorti en 2023, il faut 3-4 ans. Allez, 2026-2027, on devrait revoir le nombre de raccordements. On retrouvera la courbe antérieure, et Philippe l'a montré dans son intervention précédente, qui a connu effectivement une bonne accélération. Pour autant, ce n'est pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant pour atteindre nos objectifs. Il faut faire plus, il faut trouver les leviers pour accélérer. Il y a un sujet sur l'acceptabilité, il y a d'autres sujets qu'on évoquera, je pense,
par la suite. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que le sujet sur l'acceptabilité, j'allais dire vous, Philippe Vervier, qui êtes fondateur et directeur du cabinet de conseil Acceptable Avenir, c'est votre dada un peu, l'acceptabilité. Hein. Vous accompagnez les entreprises qui portent des projets avec des impacts sur l'environnement. Dans la filière méthanisation, comment ça se fait qu'on voit se multiplier à 100%, on disait, les recours? Comment vous l'expliquez, vous? Je pense qu'en fait, il y a une spécificité de la méthanisation, ça c'est clair. En revanche, peut-être que je vais parler des généralités de ce qu'est l'acceptabilité. Hein. Enfin, l'acceptabilité, c'est la rencontre entre un projet ou une technologie et un assentiment de la population, donc de l'opinion. Et ce qu'on a vu, donc, quand j'ai créé la société, j'ai demandé à des sociologues de travailler au début pour bien poser les bases de notre conseil. Donc ça, c'est de la recherche qui a été financée par l'ADEME et la région Occitanie, qui nous a permis de voir en fin de compte qu'il y a 3 grands points d'appui qui ne sont pas forcément si évidents que ça. C'est que le premier, quand on parle d'acceptabilité, il faut savoir que c'est une responsabilité partagée entre le projet et le territoire. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas soit le projet qui est complètement mal foutu, soit le territoire qui ne veut rien entendre. C'est vraiment quelque chose qui est partagé. On n'est pas dans les sciences exactes, donc ce sont des ordres de grandeur. L'autre point de repère, c'est que ça, c'est vraiment contre-intuitif. Il faut savoir que dans le fait qu'un projet va être accepté ou pas, seul un tiers est représenté par la dimension technique, économique et réglementaire du projet. C'est-à-dire la distance aux maisons, le trafic, choses comme ça pèse qu'un tiers. Et les 2 autres tiers, ce sont les relations que vont être établies entre le porteur de projet et le territoire, et ce qu'on appelle aussi l'appropriation locale, c'est-à-dire la façon dont les acteurs locaux vont s'approprier ce projet. Et puis, il y a une 3e dimension qui est vraie quasiment dans tous les cas, c'est-à-dire qu'on a tout de suite, autour d'un projet, on voit arriver plutôt les contestataires, les personnes qui se sentent motivées par un projet. Donc c'est un mélange de contestataires et de supporters, mais malheureusement c'est plutôt souvent des contestataires. Et on s'aperçoit quand même qu'au départ, je ne parle pas à la fin, mais au départ ça représente 20%. Et que l'enjeu c'est de faire en sorte que ces 20% ne vont pas embarquer avec eux les 80% restants, quoi. Ça c'est vraiment l'enjeu fondamental. Alors c'est quoi la spécificité de la méthanisation? Et ben, en fin de compte, c'est un tiers, 2 tiers là, qu'on va le chercher, parce que quand j'explique à des développeurs éoliens ou des développeurs de photovoltaïque ou des gens qui veulent installer des sites de stockage de déchets, puisqu'on fait aussi ce genre de projet, qu'on leur dit faites attention à la dimension relationnelle qui va être mise en place avec le territoire, et la dimension d'appropriation locale. Les anglo-saxons parlent de justice, de la justice procédurale, justice interactionnelle et justice distributive, c'est-à-dire c'est comment les gens vont ressentir la façon dont ils vont être traités par le projet. Pour un agriculteur, c'est très compliqué parce qu'il vit sur son territoire depuis au moins sa génération, mais souvent plusieurs générations. Il dit bonjour à ses voisins tous les matins, il discute avec le maire chaque fois qu'il y a le marché, et d'un seul coup, les relations vont se dégrader. Mais alors justement, on pourrait se dire, on est agriculteur, bien ancré dans le territoire depuis des années, mon projet va être accepté facilement, je les connais, mes voisins, j'y vais, quoi. Ben oui, c'est un peu le piège, parce que justement, ils partent sur cet acquis, donc ils ne font pas attention au fait que leur image a complètement changé. C'est-à-dire qu'ils sont devenus d'un seul coup, ils sont transformés, ils ne sont plus agriculteurs, ils deviennent industriels. Donc les gens les perçoivent comme ça. En plus, c'est une industrie, bon, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin, c'est vécu comme une industrie, c'est ressenti comme une industrie, avec des risques associés. Donc là, on n'est plus l'agriculteur du coin, on est quelqu'un qui vient générer des risques sur le territoire. Et ça c'est très compliqué comme message à faire passer auprès des agriculteurs, parce qu'ils ne comprennent pas. Hein. Ils disent moi, je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Et je dis oui, toujours le même, mais le contexte et le projet n'est plus le même. Et ce serait quoi, justement, les leviers pour arriver à faire en sorte que cette acceptabilité se déroule bien? Les leviers, on les connaît. Hein. C'est-à-dire qu'il faut accompagner ces agriculteurs pour qu'ils acceptent, parce qu'on parle d'acceptabilité, mais la première acceptation, c'est la leur. De faire des démarches, d'aller voir leurs voisins, de discuter avec la collectivité différemment de ce qui se fait d'habitude. Donc on fait une réunion publique, c'est ça? Alors surtout pas de réunion publique, hein, mais en tous les cas d'entamer un dialogue. Et puis ce sont des personnes qui, surtout dans nos territoires, hein, peut-être qu'il y a aussi,
on a peut-être aussi une problématique de dimension des exploitations chez nous, hein, quand même, parce que les grandes propriétés de l'ouest de la France ou du nord-centre, c'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont suroccupés, c'est-à-dire accompagner des agriculteurs pour les aider sur le volet, on va simplifier en disant communication, bah, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le temps, quoi. Le nombre de fois où j'accompagne les gens, ils me font une visio, ils sont sur le tracteur, enfin, c'est compliqué, quoi. Ils prennent pas la mesure de l'importance de cette acceptabilité, de cette communication. Alors d'une part, ils ne l'apprennent pas, d'autre part, ils n'ont pas forcément envie de le faire parce que souvent ils me disent mais moi je ne sais pas parler aux gens et puis ils sont suroccupés, quoi. Voilà, ils sont suroccupés, donc il y a vraiment un vrai sujet là. Et juste pourquoi pas de réunion publique? Vous pouvez nous expliquer? Oui, donc la réunion publique, j'ai des conseils à tous les projets, quels qu'ils soient, parce qu'en fin de compte, j'appelle ça le syndrome de la cocotte minute, c'est-à-dire qu'on met des personnes dans un lieu fermé où on a 2 heures ou 3 heures ou 4 heures. En fin de compte, le ressenti, c'est qu'on a 2 heures, 3 heures, 4 heures pour régler le problème du projet. Donc ça veut dire que là, on met tout de suite en pression, c'est le cas de le dire, les émotions. Ouais. Donc en fin de compte, on n'a que des émotions et il suffit qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui aient une facilité d'expression soit vociférante, soit s'exprimant comme il faut, ils prennent la parole, c'est fini. Après, c'est au mieux un jeu de ping-pong avec le porteur de projet, au pire un match de boxe, et puis personne n'a envie de se retrouver au milieu d'un match de boxe, surtout d'être sur le ring en même temps que les boxeurs, quoi. Donc c'est à éviter à tout prix. Mais en revanche, on ne refuse pas les réunions publiques, mais il faut les préparer. Et en plus, c'est des ICPE, hein, c'est ça, hein. Donc nouvelle réglementation qui vient de sortir là, en octobre 2024. Et il va y avoir des enquêtes publiques parallélisées. Ça veut dire que dès que le dossier est déposé, il y a une enquête publique nouvelle forme qui s'ouvre en même temps. Et le en même temps, c'est-à-dire que tout le monde va être consulté en même temps. C'est-à-dire les services de l'État, les administrations, les collectivités, les organismes, style les parcs naturels, et le public. Et ça va être sur la place publique avec obligation d'une réunion publique au début et d'une réunion publique à la fin. Alors là, on aura quand même cette réunion. J'attends de voir, ça va être, si c'est pas préparé, ça risque d'être assez folklorique, hein, c'est ça, donc quel conseil vous donneriez aux agriculteurs ou aux porteurs de projets en général? Ce serait, donc, j'entends, prendre le temps de faire cette communication, bien la travailler en amont. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme en fait, c'est conseil? pas trop. Je suis en train de me dire que c'est peut-être pas forcément aux agriculteurs à donner le conseil parce que il faut vraiment les accompagner, les environner, quoi. Donc c'est les acteurs qui sont à côté de moi, hein, qui le font déjà, hein. En Occitanie. Alors je sais plus si ça existe toujours. On avait une spécificité, c'est qu'il y avait une aide qui était accordée pour Oui, pour c'était les une des porteurs de questions. projets. Est-ce que Voilà. Je sais pas si ça existe toujours. Oui, il y a une aide. Alors en Occitanie, si on regarde la filière, enfin nous, en tant que CRGV, donc mes missions sont données par la région et l'ADEME, et en étroite collaboration avec l'administration, donc la DREAL, la DRAF, tout ça, voilà. On incite très fortement tous les porteurs de projets, dès le début de la première idée, à imaginer sa communication. Alors après, il y a des spécialistes qui savent faire, hein, mais c'est pas une fois que les CPE est là qu'il faut communiquer. C'est bien en amont. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, ils sont aidés financièrement, donc pour avoir un consultant, un bureau d'études, voilà, des gens qui peuvent les accompagner. Donc, il ne faut pas donc, ils sont aidés. Donc, et les gens vont communiquer à leur place, en fait, avec des outils, avec des façons de communiquer, du vocabulaire, un langage. ça, et c'est une enveloppe assez importante quand même pour pouvoir faire de la communication. Oh, mais ça dépend des projets de communication. Ça démarre, je dirais, aux alentours de 15 000, 20 000, et ça peut monter à 2 ou 3 fois plus des fois si vraiment on est sur des projets très lourds. Oui, mais c'est pas une petite qui durent enveloppe très quand même, longtemps. hein. Voilà. Non, c'est pour ça, il faut vous savez, une unité de méta, c'est entre 6 et 8 millions d'investissements, hein, minimum. Hein. Et toute la partie d'études en amont, faisabilité ICPE, audit bancaire, parce qu'il faut aussi payer les audits bancaires, vous allez débourser entre 150 000 et 250 000 euros. Peut-être perdu d'études. Peut-être perdu si après ça se rembourse avec le projet. Hein, donc voilà. Mais n'empêche, il faut pouvoir les. Donc c'est pas des projets simples à monter, loin s'en faut. Voilà. Et ensuite, quelque chose d'important, je pense, et on y vient de plus en plus, c'est justement pour ceux qui ont vu passer les demandes de zones d'accélération sur les énergies renouvelables, même on peut en penser ce qu'on en veut, mais non, ça permet en fait d'avoir des réflexions sur les territoires. Et je pense que l'angle qu'il faut qu'on accentue, c'est accompagner les porteurs de projets, bien sûr, mais surtout
accompagner aussi les territoires. Où sont ces projets-là? Il faut faire de la pédagogie Et donc, avec les élus ça, locaux, c'est pas par aux, exemple. alors, aux agriculteurs, ils se rencontrent, ils discutent, il faut bien sûr qu'ils continuent leur vie, hein, mais c'est aussi aux organismes. On a des EPCI, hein, des établissements publics de coopération qui sont là avec des techniciens, des politiques. Il y a des agences régionales qui peuvent arriver, aider et tout ça, et appréhender du coup zone par zone. Et on rejoint des zones d'injection souvent, hein, puisqu'on va aller au plus près des zones d'injection. Toute une méthodologie d'approche de projets, je dis bien avec un S, de projets de méthanisation. Et ça, dans une idée où on ne va pas faire peur aux gens. C'est-à-dire, sur un territoire, quelques cantons, on aura peut-être 2 installations, 3 installations. C'est loin de 100 installations, comme on l'entend souvent par les opposants. On reste quand même dans nos régions, avec les gisements de biomasse qui arrivent sur une unité de méthanisation, sur des petites installations de méthanisation qui sont moins grosses que la puissance des à peu silos, des silos agricoles. Voilà. Ouais. C'est quoi la puissance à peu près quand vous dites des petites unités? Alors, en tonnage, peut-être ça parle plus qu'une énergie. Ouais, c'est à peu Tonnage près d'intrants dans le tonnage d'intrants, c'est à peu près 10 000 tonnes, 12 000 tonnes par an. Vous prenez un élevage d'une centaine de vaches, il va sortir 4 000, 5 000 tonnes de fumier. Vous voyez, donc on est à 3, 4 installations qui vont tourner sur une zone. On n'est pas sur des grosses fermes qu'on peut voir dans le nord ou de la France et ailleurs. Donc voilà, les modèles en Occitanie, en tout cas, c'est ce qu'on promeut et c'est comme ça que ça va se développer correctement. Donc vraiment une pédagogie sur le territoire. Claude Bompard, vous êtes d'accord avec ce maillage un peu? Vous y allez, vous, sur le terrain, faire de la pédagogie? Alors on essaie, enfin, c'est un des rôles du club biométhane, hein, de pouvoir rassembler, de pouvoir en parler, de pouvoir acculturer. Mais j'adhère effectivement à ce qui a été dit et je veux rebondir sur ce que disait Philippe Verviers. L'acceptabilité, c'est une rencontre entre un projet et un territoire. Et ça, c'est évident, je pense que c'est la clé. Et moi, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui quand même, et j'y reviens, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une communication plus positive, plus ancrée dans l'ensemble du débat énergétique en France, qui, à mon avis, n'est pas assez porté au niveau national. Au niveau national, pour faire simple, je pourrais dire que la transition énergétique se réduit à l'électrification massive des usages et que c'est comme ça qu'on va décarboner. Or, les scénarios les plus ambitieux, y compris ceux énoncés par RTE, disent qu'on électrifiera 50 à 60% maxi des usages. Ça veut dire qu'il reste 40% des usages qu'il faut arriver à décarboner. Et là-dessus, les gaz renouvelables peuvent apporter une grosse partie. Et ce discours positif sur l'intérêt, l'utilité de développer cette filière-là, il manque. Comme il manque au niveau national, il est aussi plus difficilement repris au niveau régional et il manque aussi sur les territoires. Et c'est là où je rejoins effectivement les propos qui ont été faits. C'est que ce n'est pas qu'à l'agriculteur de résoudre le problème d'attractivité et d'acceptabilité. Pour que l'acceptabilité soit bonne, il faut qu'il y ait un petit peu de désirabilité, c'est-à-dire qu'il faut rendre cette filière-là en montrant l'utilité qu'elle a, en montrant effectivement que c'est un atout pour la France, qu'il faut l'utiliser, qu'on a le potentiel, qu'on a la connaissance technique. Philippe l'a dit, c'est l'acceptabilité, c'est pas la partie technique en est qu'une partie plutôt mineure. C'est tout l'aspect un peu connaissance, reconnaissance et adhésion à l'intérêt que présente le projet pour le territoire. Cette adhésion, il faut qu'elle soit comprise par les élus locaux. Et je rebondis sur la loi d'accélération ENR. On ne pouvait pas plus mal la faire pour la méthanisation. Trop vite? Non, la méthanisation, ce n'est pas qu'un sujet au niveau de la commune qui a des enjeux sur le développement de la méthanisation au niveau, je veux dire, le plus territorial. C'est les EPCI qui, elles, ont souvent des plans
climat, air, énergie territoriale, dans lesquels il y a des ambitions sur la méthanisation, mais finalement, ils sont peu partie prenante. On ne les a pas mis en situation d'accompagner les communes sur cette remontée de zones d'accélération. Et on voit bien que sur la méthanisation, il n'y aura pas le niveau nécessaire de remonter à ce qu'il faudrait. Voilà. Donc on se débrouillera, on fera autrement. Mais voilà, moi, un des principaux points manquants, en complément de ce qu'ont dit mes collègues, c'est qu'il faut qu'il y ait une communication, une prise en compte plus forte des gaz verts dans la politique de transition énergétique de la France, que l'État le dise clairement et œuvre en termes de leadership et d'entraînement, que les régions en prennent, et les régions en seront plus conscientes que l'État, que les régions reprennent le flambeau pour que ça essaime jusque dans les territoires et que les élus locaux, un élu local aujourd'hui, il a plus des gifles à prendre de la méthanisation, sauf à bien connaître un porteur de projet, à comprendre, voilà. Mais au premier abord, c'est plus une difficulté qu'un atout pour lui. Et c'est ça qu'il faut arriver à modifier. Allez-y, Philippe. Oui, en fait, on se complète vraiment très bien. Parce que les trois étages nécessaires à l'acceptabilité, ils ont été évoqués. Hein, c'est le travail avec l'agriculteur, mais je pense qu'on prend le problème à l'envers si on le laisse tout seul. Moi, je suis d'accord, j'ai dit il y a longtemps, il faut vraiment qu'il y ait une communication positive et rassurante au niveau de la méthanisation, parce qu'il y a quand même des inquiétudes de voir arriver une usine à côté de chez soi. Hein, et moi, je pense que oui, il y a un vrai sujet là. Bien sûr, il y a l'autre bout qui est donc l'agriculteur, mais il y a aussi cette échelle intermédiaire qui, vous avez dit, par rapport à la méthanisation, des zones d'accélération n'était pas la bonne. Mais c'est vrai aussi pour les autres énergies. Oui, moi, je vis ça, j'accompagne de l'agrivoltaïsme, c'est pareil. L'éolien, on n'en parle pas. Il y a une dimension paysage qui s'impose. Alors, pour la méthanisation, ce n'est pas le paysage, c'est l'aire d'approvisionnement et l'aire d'épandage. Mais il y a une dimension qui est supracommunale. Donc, en fin de compte, ceux qui peuvent résoudre la problématique, ce sont les communautés de communes. Et pour l'instant, les communautés de communes, elles sont un peu coincées parce que quand elles disent à leur commune, faites-nous remonter vos projets, toutes les communes font remonter des projets. Donc, ils sont coincés. Et en fin de compte, l'idée, ça serait quand même qu'il y ait une réflexion à cette échelle-là, parce que ça me paraît être la bonne échelle, en fin de compte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des communes qui ont droit et celles qui n'auront pas droit à avoir des énergies renouvelables. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des péréquations qui se mettent en place, parce que tout le monde ne pourra pas bénéficier de ces énergies renouvelables. Et l'État a mis un outil que vous devez connaître, hein, c'est les chartes paysages énergie, qui sont pour l'instant des outils qui ne sont pas trop utilisés, mais qui ont le mérite de visiter un territoire à travers son paysage et de refaire une concertation pour justement essayer de trouver ces zones qui vont être un peu plus adaptées, soit à la méta, soit à l'éolien, soit à l'agrivoltaïsme. Mais là encore, ça veut dire qu'il va falloir que les gens soient tous d'accord, parce qu'en fin de compte, il y a des retombées financières. Et les communes n'en veulent pas toujours, mais celles qui en veulent, elles les veulent, quoi. Donc c'est quand même un peu compliqué. Donc il y a vraiment ces trois étages là qu'il faut arriver à coordonner, quoi. À compiler, on voit bien en tout cas l'interaction entre le porteur de projet, les partenaires et le territoire, donc au niveau de la Comcom et non pas de la commune. J'accélère juste un petit peu parce que Monsieur Puech doit partir à 16h10. Donc en fait, il y a l'acceptabilité d'un côté qui pose souci. Donc on a vu avec des enjeux pour mieux communiquer, mais il y a aussi d'autres enjeux finalement pour arriver à développer la filière. J'allais dire peut-être la mobilité, le bio-GNV, d'autres usages du gaz. Alors c'était Adeline Canac qui devait nous présenter un projet régional, mais je pense que Philippe Puech, vous êtes tout à fait au courant de son projet. Voilà. Comment le bio-GNV peut redonner un coup de souffle à cette filière ? Alors, le bio-GNV, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas vite fait, c'est un biocarburant. Voilà. Le biométhane, c'est du CH4, hein, c'est la même molécule que le gaz fossile. Hein, et cette molécule, on peut l'utiliser dans un moteur type moteur essence, thermique essence. Et on a déjà pas mal de véhicules qui tournent en Occitanie, au national, en Europe, avec du gaz naturel pour véhicule, GNV. Il s'agit aujourd'hui majoritairement de gaz fossile.
Et l'enjeu, c'est de substituer cette molécule fossile par une molécule renouvelable issue, par exemple, de la méthanisation. C'est ça l'enjeu. Donc l'enjeu du bio-GNV, c'est en fait un enjeu de mobilité, c'est un enjeu pour les territoires. Dans le territoire, c'est un enjeu pour les agriculteurs, pour les transporteurs, pour les gens qui tournent dans la zone, parce que si un agriculteur, ou une unité de méthanisation, je veux dire, il n'y a pas que les agriculteurs qui peuvent en produire, mais une unité de méthanisation sur un territoire produit du bio-GNV, eh bien, on peut imaginer être à un moment donné déconnecté des prix internationaux relatifs au prix des carburants localement. Ce qui serait une très bonne chose. Et ce qui est pour tout le monde une très bonne chose. Voilà. Le citoyen, c'est une façon de faire accepter un projet en disant ah ben tiens, j'aurais peut-être une pompe à côté de chez moi où je pourrais m'alimenter avec un prix carburant lissé et garanti pendant plusieurs années. Pour les transporteurs plutôt locaux, enfin, qui font des transports des fois du nord de la région jusqu'au sud pour transporter les matières premières, pour aller au marché à Toulouse par exemple, lorsqu'on amène du bon veau de l'Aveyron, quoi, et etc., etc. Donc l'enjeu, il est d'abord là, d'accord ? Ça, c'est le premier enjeu. Et ça peut en effet faire mieux comprendre la filière méthanisation, mieux aussi avoir des projets qui répondent à des demandes de territoire. Oui. Voilà. Et donc un Ça, c'est le premier discours enjeu. positif. Et donc un discours positif. Le deuxième enjeu, il est aussi, on l'a vu tout à l'heure, je vais aller vite, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait qu'injecter du biométhane dans les réseaux, donc il faut que le réseau soit présent sur les territoires. S'il n'y a pas de réseau, à moins de, je dirais, 20 km pour faire très vite, on ne peut pas transporter ce gaz sur de plus longues distances, ça coûte très cher. Donc voilà. Donc il y a plein de zones blanches, en fait, dans notre région, qui n'ont pas le réseau. Puisque historiquement, il n'a pas été développé. On peut prendre par exemple tout le nord de la région, le département du Lot, une grande partie de l'Aveyron, ou le sud, toute la zone pyrénéenne. Il y a des zones qui ne sont pas alimentées en réseau. Voilà. Et là, alors que là, on a du gisement de biomasse, et notamment de biomasse agricole, puisqu'on parle de méthanisation agricole. De l'élevage. De l'élevage, des cultures, des résidus de culture, de l'agroalimentaire, souvent associés, puisqu'il y a la transformation première ou secondaire des matières premières. Voilà. Ouais. Et donc là, on a des déchets, des sous-produits, on a tout ce qu'il faut en gisement, mais on ne peut pas injecter. Il n'y a pas de réseau. Du coup, on est hors réseau, et donc on peut très bien imaginer du gaz porté, des stations d'avitaillement localement, et développer en fait une économie autour de cette méthanisation en valorisant ce biométhane en carburant. Voilà. Et donc le projet d'Adeline Canac, donc, qui est une agricultrice qui méthanise en Aveyron, elle est assez loin du réseau. Elle fait de la cogénération. Elle a démarré son projet depuis, je ne sais plus maintenant, ça va faire 7 ans, 7-8 ans. Il n'y avait pas à l'époque, d'abord il n'y a pas de réseau et puis il n'y avait pas le tarif. Donc elle avait fait un tarif cogénération, donc elle a un tarif d'achat de son gaz en faisant de l'électricité et un peu de chaleur. Son idée, et les modifications de 2023 lui permettent, donc on encourage ça sur par exemple les porteurs en cogénération, de produire une partie de son gaz, je ne rentrerai pas dans les détails, mais en biocarburant, en bio-GNV. Et donc c'est le projet d'Adeline, sur sa ferme, où elle pourrait alimenter quelque chose comme une 50aine de véhicules légers, 3 bus et 2 camions. Ouais, c'est quand même sur son projet. Quand même, ouais. C'est quand même important. Donc des flottes locales, plutôt captives, ou qui font des trajets, par exemple, Rodez-Toulouse. Il y en a beaucoup qui amènent au marché mine et des choses comme ça, des matières premières agricoles. Voilà. C'est ça son projet. Alors, sur sa ferme, sur son unité, c'est une petite exploitation, elle est à 12 000 tonnes par an, d'accord, on est plutôt dans les projets qu'on aime bien, quoi, voilà, pour X raisons. Et l'idée derrière, bien sûr, c'est faire boule de neige. Ce serait une sorte de démonstrateur, si vous voulez, et donc développer une vraie filière, parce que vous comprenez bien que pour développer un biocarburant, il faut que des gens viennent utiliser le biocarburant. Donc il faut que lorsqu'on appelle des transporteurs, il faut qu'il soit garanti qu'on va trouver du biocarburant longtemps et sur tout un réseau de transport. Donc voilà, tout seul on ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, on peut développer justement un maillage progressivement et avoir un biocarburant dans les 20-30 prochaines années. On verra après quand l'hydrogène aura tout remplacé, non, je ne sais pas. Mais il y aura peut-être d'autres biocarburants. Et en tout cas, en attendant, on a largement le temps de rentabiliser des unités, d'aider les agriculteurs à faire ce genre de choses et les citoyens et les territoires avec du biocarburant bien plus intéressant que du carburant fossile. Et donc, sans tout révolutionner. Voilà. Donc vous faites se rencontrer les agriculteurs, les transporteurs et les élus. Oui, bien sûr. Et donc, je vais y aller. Juste un tout petit mot, si vous avez le temps, sur le Digesta.
Et puis après, Le je vous laisse. digesta, oui, Parce c'est que une ça, externalité très positive, en C'est ça. effet. Oui, bien sûr, on aide Adeline, on aide l'association des méthaniseurs, on aide les territoires. Voilà. Après, on n'est pas très nombreux non plus. Enfin, on avance sur, on essaye de les accompagner sur ces filières-là. Alors le digesta, juste pour ce qui en fait, la méthanisation, c'est quoi? C'est une fermentation, comme on fait du vin, hein. Voilà. Donc on fait du vin, on a du mou de raisin qui reste. Le digesta, c'est pareil, on prend de la matière organique qui se dégrade, hein, facilement, c'est des bactéries, et donc il nous reste un résidu de fermentation. Voilà. On a dégradé à peu près 30%, de 30 à 45% de la matière organique qui s'est transformée en gaz, et le reste, c'est de la matière organique, très intéressante, parce qu'il y a encore de la matière organique qui peut être apportée au sol pour la fertilité du sol, et il y a aussi tout l'engrais qui est là, et notamment l'azote, le phosphore, le potassium, pour aller très vite. Donc c'est un vrai engrais naturel, entre guillemets biologique, parce que souvent, il peut être utilisé dans des chartes de qualité de production, comme la charte de l'agriculture biologique, et tout ça vient en substitution, en fait, à l'achat d'engrais chimiques, et notamment azotés. Et Double économie pour l'agriculteur. c'est ça. Et malgré tous ces avantages, il y a pas mal de contestations au niveau du retour au sol de ce digesta. Comment faire pour enrayer cette contestation? Alors, vous avez raison, mais vous savez, on ne peut pas convaincre des gens qui ne sont pas convaincus, ou alors ils ont été mal enfermés et c'est difficile de revenir derrière. Moi, aujourd'hui, heureusement, on a des installations qui marchent très bien en méthanisation en Occitanie. On essaye de faire du REX, du retour d'expérience sur des installations qui sont à dimension, qui ont ce côté-là agronomique très poussé, et il y en a. On fait des films, par exemple, de présentation, on fait des fiches techniques qui peuvent être diffusées, bon, peut-être pas encore assez, pas assez connues. Mais je pense l'un des intérêts, c'est de montrer aux gens que ça marche et avoir du témoignage d'installations qui fonctionnent. Et puis voilà, Parce montrer qu'il faut les savoir économies. qu'on a une pléthore d'études scientifiques. Sur le digesta, par exemple. Oui, pour Ouais. le digesta, de suivi agronomique, et ça depuis les années 50. Et ça continue aujourd'hui. On a des thèses qui se déroulent là-dessus. Donc il y a tout un environnement scientifique, on n'en parle peut-être pas assez, qui entoure cette filière et qui entoure les agriculteurs, justement, pour l'utilisation de ces produits, nouveaux produits. Donc des données vraiment intéressantes, chiffrées, pertinentes, à diffuser plus largement, en fait, c'est ça. Merci, Monsieur Puech. Je vous vous en prie, libère. excusez-moi, j'ai un trait à prendre. On va continuer de toute façon. Merci beaucoup. Oui, donc si on continue un petit peu sur la vision, tout à l'heure on disait décarbonation, il ne faut pas tuer le gaz en fait, c'est ça, hein, et avoir la vision de l'État qui soutient les gaz verts. Vous, à GRDF, comment vous le mettez en place, enfin, sur alors, d'autres choses que la pédagogie? Est-ce qu'il y a d'autres actions ou au club biométhane? Quelles sont vos actions en fait? Allô, voilà. Oui, c'est bon. Je change. Déjà tout à l'heure, on évoquait le sujet comment dire, du rôle des territoires. Nous, on essaie d'être présents dans tous les exercices de planification énergétique locaux, hein, que ce soit les PCAET que j'ai évoqués tout à l'heure, que ce soit le SRADET, donc le schéma régional de développement des énergies, que ce soit le scénario réponse. On a beaucoup travaillé pour, d'une part, montrer le potentiel qu'il existait sur le territoire et la capacité, effectivement, à le transformer en énergie renouvelable, en gaz vert, en gaz renouvelable. Mais aussi en mettant en avant, à chaque fois, les externalités positives qui ont été évoquées, retour au sol, mais aussi l'écosystème local qui peut être développé en termes de consommation de gaz vert, le bio-GNV qui est... C'est ça, vous avez chiffré par exemple sur des choses sur le bio-GNV, sur le développement potentiel? Oui, alors je n'ai pas forcément les chiffres en tête, hein, mais aujourd'hui, en termes de solutions matures pour les gros véhicules qui permettent d'arriver à des coûts de fonctionnement pas forcément similaires à ceux du diesel, mais qui s'en approchent le plus, c'est la solution la plus pertinente. C'est la solution qui techniquement représente le saut le moins important, ça reste du moteur thermique. La problématique qu'il y avait, Philippe l'a un peu évoqué, c'est ce qu'on appelait souvent la problématique de l'œuf et la poule. Sans station, pas de véhicule, sans véhicule, pas de station. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé ce stade-là. Les stations, on les a.
les véhicules peuvent se développer. C'est quand même une filière qui se développe, qui a connu un petit coup d'arrêt avec la crise énergétique, la hausse des prix du gaz, avec la crise ukrainienne, mais qui redémarre. Donc oui, ça fonctionne. Nous, ce qu'on attire l'attention, c'est que sur une collectivité, quand il y a un projet de méthanisation, c'est pertinent qu'on trouve des usages locaux au gaz vert produit pour démontrer qu'il y a une capacité à produire en circuit court et en généralisant ça avec l'ambition qu'on porte nous, de verdir totalement la production de gaz et les consommations de gaz, de montrer l'intérêt que ça a pour les territoires. Donc, il y a de la production d'énergie renouvelable, il y a des externalités positives au niveau du monde agricole, il y a des grosses synergies aussi avec le monde du déchet, parce que là, on est resté sur la méthanisation. Il y a d'autres technologies qui permettront d'avoir des voies de valorisation de déchets qui, aujourd'hui, ne sont pas valorisées. Donc, c'est tout ça l'écosystème des gaz renouvelables. C'est une histoire qui se joue beaucoup sur les territoires et qui apporte du développement local, mais c'est aussi quelque chose qui doit, je l'ai dit tout à l'heure, être porté politiquement. Pour faire simple, on défend ce qu'on aime et on est indifférent à ce qu'on ne connaît pas. Si on ne connaît pas, on ne sera pas dans les défenseurs. Voilà. Et du coup, il faut faire connaître pour faire aimer et pour faire accepter les projets. Et même plus qu'accepter, après, c'est être en souhait qu'il y en ait pour pouvoir bénéficier des avantages que ça procure. C'est ça, en fait, pour que les citoyens acceptent, il faut que la valeur soit partagée, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait, sur le territoire, arriver à partager cette valeur. Donc, j'allais faire un parallèle un peu avec le solaire. Aujourd'hui, il y a l'injection, on ne le voit pas, un peu comme le gaz. Avec l'autoconsommation collective, on arrive à mobiliser d'autres personnes en tant qu'usagers, quoi. C'est vraiment ça. C'est ça. Ouais. Il y a des schémas un petit peu de financement des projets qui s'ouvrent. Le développement effectivement de la filière ne peut pas reposer uniquement à terme que sur des tarifs subventionnés. Il faut donc trouver des modèles économiques qui permettent le développement, on va dire, de marché commercial de cette filière-là, mais comme toutes les filières à terme. Voilà, donc il y a des outils qui se mettent en place, notamment les CPB, les contrats de production de biométhane, qui, dans un premier temps, obligent tous les fournisseurs de gaz à se sourcer avec un pourcentage minimal de biométhane. Pour ça, ils vont être amenés à devoir financer des projets. Mais ça, c'est la partie économique. Ça ne règle pas la partie de l'acceptabilité. Il y a des formes de contrats de gré à gré avec les BPA qui concernent plus des gros acteurs, mais on essaie de faire passer le message aux collectivités, aussi de s'impliquer dans ce circuit local de consommation du gaz vert produit. En clair, sans consommation, il n'y aura pas non plus d'injection. On a un gros potentiel en France qui permet d'aller vers de l'indépendance énergétique, de la souveraineté énergétique. Ce potentiel, il existe. Il faut qu'il y ait une prise en compte politique pour le porter, pour le développer et pour que les consommations rendent un bénéfice au territoire. Bon, on comprend bien la volonté politique qu'il faut mettre en place, en tout cas. Philippe Verviers, justement, par rapport à cette acceptabilité, je reviens à la co-construction avec les citoyens. On voit de plus en plus de financement participatif. J'allais dire, qu'est-ce que vous conseillez par rapport à cette co-construction ? Alors, avant de répondre à votre question, ce que je viens d'entendre me fait penser qu'en fait, on a deux leviers qui plus je pense et puis ce que j'entends devrait marcher, c'est qu'il y a besoin de cette pédagogie simple avec transformer en désirabilité le projet. Et ça je le repense plusieurs fois. Je me demande si ce n'est pas les Comcom les bons de scie, parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner un projet où la Comcom avait fait sa propre charte. Donc il a fallu ajuster avec le projet.
Mais en tous les cas, il y avait une dimension collective. Et tout à l'heure, on évoquait le fait qu'il y a plein de retours d'expérience, mais les retours d'expérience, ils ne peuvent être entendus que par au minimum des élus, quoi. Voilà. Et encore pas tous les élus. Mais il y a vraiment besoin de faire ce travail de pédagogie simple avec toutes les aménités, enfin tous les services rendus ou la partage de la valeur, c'est-à-dire préparer le territoire. Mais en même temps, parce que peut-être que j'arrête de dire en même temps, c'est plus trop d'actualité, mais il faut aussi penser à la population, parce que la population, elle va toujours rester sur ses craintes. Et la pédagogie, ce que j'appelle la pédagogie simple, ne fonctionne pas. Nous, on pratique ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre les personnes en position de poser des questions, mais de construction, pas des questions de défiance, parce que ça, on s'en sort pas. Et notamment, on parlait du digesta. Philippe l'a évoqué tout à l'heure, il dit, sauf si les gens sont mal informés ou désinformés, oui, mais ça, c'est le rôle des opposants de désinformer. Et on a perdu d'avance. Parce que quand vous commencez à faire venir tous les experts que l'on veut, en fin de compte, ils ont perdu, parce qu'ils vont être obligés de rentrer dans la complexité. Et en face, on a des simplifications outrancières, et c'est ce qui se comprend. Donc, en revanche, d'avoir en même temps qu'il y ait une action de pédagogie simple auprès d'une communauté de communes, des acteurs économiques, politiques, tout ce qu'on veut, de leur dire voilà ce que vous pouvez avoir sur votre territoire avec la méthanisation. Donc ça, à mon avis, vous avez tout ce qu'il faut pour les convaincre. Il faudrait lancer des sortes de forums citoyens où la question serait posée et si jamais on venait construire une méthanisation dans votre commune, quoi. C'est-à-dire faire remonter les ports et le projet n'est pas encore là. Bon, donc ça veut dire qu'on n'a pas trop de risques, mais faire remonter les ports et répondre à ces ports tranquillement, quoi. Mais avec un processus bien particulier, parce que si on leur assène du fait, mais non, mais dormez tranquille, tout est sous contrôle, ça ne fonctionne plus, quoi. Donc il y a vraiment ces deux dynamiques. Si, à mon avis, si on arrive à les mener conjointement, sur le territoire, vont émerger des projets beaucoup plus facilement. Parce qu'il y aura eu un cadrage qui aura été fait à la Comcom. Les gens seront rassurés plus ou moins. Les opposants, on les aura toujours, mais au moins on va essayer de les circonscrire, quoi, dans un coin. Et normalement, si on fait ça, on devrait pouvoir dégager des initiatives qui, de toute façon, ça sera toujours des initiatives d'exploitants, mais ils se sentiront en sécurité, quoi. Voilà. Et j'ai plus croyance en ça que d'une parole nationale qui arriverait, qui va rassurer tout le monde. Il la faut, mais je pense qu'il faut vraiment travailler avec les acteurs locaux. C'est ce que vous disiez, il faut fabriquer de la désirabilité, quoi. Au niveau Comcom, oui. J'entends bien. Et donc, la question, j'ai déjà oublié ma question. Comment on implique les citoyens, justement? Est-ce qu'on co-construit? Est-ce qu'on fait du financement participatif? En fait, les citoyens, c'est compliqué de les inviter si on fait comme on fait d'habitude. Si on commence à faire un peu d'acculturation, comme je propose, et qu'il y ait un environnement de collectivité, d'élus qui disent oui, c'est faisable chez nous, et on va vous inviter parce qu'on a des solutions pour que vous participiez d'une façon ou d'une autre, ça fonctionnera. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un projet qui arrive, c'est comme ça que ça se fait, quoi. Il y a un projet, donc là on mobilise, parce qu'on mobilise contre. Et donc nous, notre travail, c'est de déconstruire les peurs, les craintes, pour arriver à faire adhérer. Et bien évidemment, on est obligé de pousser les agriculteurs dans des pratiques qui n'ont pas du tout l'habitude. Je leur dis, écoutez, il faut que vous mettiez en place un comité de suivi. Ça sert à quoi? Il faut vous mettre en place un comité de suivi qui va venir vous surveiller. Alors, ils n'aiment pas trop ça, quoi. Mais le fait de le faire, sur un des projets qu'on a accompagné et qui est en train de se construire, là, on est assez content. Dans l'Aude, c'est le premier de l'Aude. On a dit, on met en place un comité de suivi citoyen. Ouais, alors, est-ce que vous pouvez nous explicer justement un petit peu ce projet rapidement, juste la puissance, l'agriculteur, le contexte J'ai oublié les trucs techniques. Je crois que c'est un 200 normomètres cubes. Je sais plus ce que c'est. Villa Savary. Oui, voilà. Vous savez mieux que moi, je pense. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est un agriculteur qui porte le projet? Oui, tout ça. Et il y avait des recours, il y avait des réticences? Non, on n'a pas des recours. Enfin, j'espère qu'il n'y en aura pas. On a eu des oppositions. Alors, on a eu des oppositions complexes. Il y avait les riverains, plus ou moins soutenus par la commune, avec la Comcom qui avait sa charte, donc il fallait s'ajuster, plus le département qui interdisait certaines routes aux poids lourds parce qu'ils sont dans la mauvaise zone, c'est-à-dire les poids lourds qui sortent de l'autoroute pour ne pas payer l'autoroute, donc ils passent. Enfin, là, on avait un boogie-boulga là, qui était pas triste. Donc, il a fallu en fait faire parler tout le monde, et avec des citoyens qui étaient bien sûr très inquiets pour certains, et puis d'autres qui étaient complètement opposés à la méthanisation. Donc, vous avez mis un comité de suivi en place sur plusieurs mois, en fait, sur tout le temps de développement et de construction. C'est ça? En fait, on met en place des zones de dialogue avec l'ensemble du territoire.
on leur a proposé de mettre en place un comité de suivi. Donc, c'était une proposition qui a été retenue. Donc, ça faisait partie des 2 tiers, là. Et une fois qu'on l'a mis en place, on dit qui veut participer, plus personne ne voulait participer. Ah. Parce que, non, mais c'est une bonne chose ou c'est une mais mauvaise c'est une bonne chose, chose? c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on fait nous? Notre travail, c'est de dire ce monsieur, cet exploitant, on peut lui faire confiance. Vous pouvez lui faire confiance. Quand il vous dit que, enfin, il vous dit pas d'ailleurs ce qu'il veut pas le dire, mais quand il vous dit que tout va bien se passer, vous pouvez lui faire confiance. Mais il faut le démontrer. Donc, dire, allez, vous êtes prêt à le faire? S'ils disent oui, oui, je vais le faire. Simplement ça, oui, je vais le faire. Ça suffit aux gens, quoi. Ils n'ont pas forcément obligé de passer à l'action, quoi. Ouais. D'accord. Très bien. Oui. Mais c'est vrai Monsieur que Bompard. assez souvent, nous, on essaie aussi de permettre des visites de sites, parce que voir un site qui fonctionne, voir que après quelques années, il s'est installé dans le paysage, ça ne pose pas de problème. Avoir des retours, des fois très simples. Moi, je me rappelle, c'était le maire d'Aiguefonde, donc à côté de Mazamet, où il y a eu une des premières méthanisations agricoles d'Occitanie, qui disait, moi, j'avais couramment des plaintes de riverains quand il y avait d'épandage de fumier, parce qu'effectivement, ça sentait fort pendant un moment. Aujourd'hui, l'épandage de digesta, à peine on le perçoit au moment de l'épandage, et puis il n'y a plus aucune, plus aucune odeur. Un autre exemple que je peux citer en termes de non-problème, une fois que ça fonctionne, on a une installation plutôt territoriale, plutôt une grosse installation à Perpignan, qui est implantée dans une zone industrielle, on va dire. Et j'avais un voisin qui est à 300 mètres à peu près de cette installation, qui me dit, mais quand est-ce qu'elle se met en service? Elle était en service depuis 6 mois. Il me dit, mais j'ai pas vu de camion. Et non, dans une zone, c'est pas 2 camions par jour de plus qui changent la face du monde. Alors après, voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment s'adapter à la configuration du projet, à son implantation, mais la démonstration par la preuve des projets qui fonctionnent, et très majoritairement ils fonctionnent bien, ça rassure, et c'est ce qui avait été fait par exemple sur cette installation à Perpignan. On avait fait un voyage de visite d'un site qui au final a rassuré les riverains, et ça se passe très bien. Très bien. Ouais, des visites sur le terrain. Philippe, très rapidement, vous aviez quelque chose à ajouter? Juste dire qu'à Villa-Savaleri, on avait proposé, il y a 3 personnes qui sont venues. Donc, mais en revanche, d'amener le retour d'expérience dans les foyers, style petite vidéo, réseaux sociaux, c'est peut-être des choses à poser. C'est plutôt ça, en fait. L'agriculteur qui vient chez les citoyens et non pas les citoyens qui se déplacent à la ferme. La méta qui vient chez les citoyens. Très bien, oui, la méta. Très bien, merci beaucoup. On va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'êtes pas nombreux dans la salle, mais du côté des collectivités, oui. Alors, il y a Alexia qui vous apporte un micro. Si vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour, moi c'est Romain Mazière, je suis ingénieur et je travaille pour Arcolia. Et j'ai un oncle qui a un projet de méthanisation aussi du côté de Carmaux. Qui a aussi de gros soucis en termes d'acceptation de la population locale, malgré tous les efforts faits par les porteurs de projets pour aller directement rencontrer le voisinage. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est une opposition systématique. Dogmatique, en fait. Ouais, ils n'ont aucune... avec toutes les bonnes raisons qu'on leur a exposées, ils ont une opposition systématique parce que au final ça va leur impacter visuellement, ou même des arguments qui ont été donnés, c'est qu'ils ne pourront plus aller faire courir leurs chiens à l'endroit où il y avait où le projet va s'implanter. Donc il y a ça, et c'est très lourd pour les agriculteurs qui eux doivent supporter les recours financiers et qui sont à ce niveau-là pas soutenu par les banques, parce que les banques soutiennent un projet à partir du moment où il est lancé. Et donc là, c'est vraiment très lourd financièrement pour eux de supporter cette... Donc je ne sais pas s'il y a des... Ma question, c'est est-ce qu'il y a des fonds qui peuvent être mis en place pour aider des fonds tampons, en fait, pour aider les agriculteurs via des associations de méthaniseurs pour supporter ces coûts d'avocats, de procédures hyper long pour des agriculteurs qui sont déjà, on le sait, très fortement touchés par les crises financières.
Alors c'est vrai qu'on a parlé des aides à l'acceptabilité au départ en fait du projet, mais est-ce qu'il existe un fonds comme ça au niveau peut-être du club biométhane? Il y a peut-être des réponses à trouver? Non, alors, au niveau du club biométhane, on n'a pas de fonctionnement D'enveloppe quoi en fait. financier, Ouais, d'enveloppe. d'accord. Non, ce qui a été fait dans ce domaine-là au niveau de l'État, c'est que, mais ça couvre qu'une partie du sujet que vous évoquez, c'est-à-dire que quand on a signé des contrats de vente de biométhane, mais ça veut dire qu'on est déjà dans un projet assez avancé, s'il y a des recours, il y a comment dire, il y a un système qui permet de prolonger les 15 ans qui ne seront pas complètement utilisés. Voilà, de prolonger la durée pour réellement avoir 15 ans d'injonction. Donc c'est un système amortisseur, mais qui est certainement pas applicable au projet que vous évoquez s'il en est dans sa phase un peu de construction. Bon, merci. Je pense que voilà, c'est à construire, si j'ai bien compris. Philippe Vervier, juste une petite réponse par rapport aux oppositions dogmatiques, en fait, systématiquement. Voilà, comment faire? Enfin, on en a déjà parlé, hein, mais vous avez développé un outil qui montre le risque, c'est ça? Oui, parce que justement, en partenariat avec GRDF, d'ailleurs, on a un outil qui peut être mis à disposition des agriculteurs qui sont en partenariat avec GRDF, où ils peuvent très rapidement, il y a un questionnaire à remplir, ça dure 10 minutes, et nous, ça nous permet très rapidement de dire, attention, voilà les points sur lesquels vous devez être vigilant, et qui sont vraiment des points... nous, on travaille sur les perceptions probables, ce que vous décrivez, monsieur, c'est-à-dire, parce que ça, ce sont des faux arguments, bien évidemment, ça on le sait tous, mais c'est comment on va anticiper ces faux arguments, parce que, voilà, comme on dit, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, hein, c'est le truc assez classique. Donc on le voit arriver, et ça, il faut vraiment l'anticiper et faire en sorte que le rapprochement des riverains soit contextualisé, quoi. Parce que si on va comme ça, avec sa bonne intention, rencontrer, discuter, puis que face à nous, on a quelqu'un que, soit parce qu'il a peur, soit parce que c'est mal intentionné, mais nous, on ne cherche pas à juger qui que ce soit, l'agriculteur, il est complètement désarçonné, il ne sait pas quoi dire, quoi. Il a aucun argument à opposer à ça. Donc oui, il faut l'anticiper. Ouais. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Merci déjà pour vos interventions. J'avais une question pour mieux connaître la méthanisation en Occitanie, savoir s'il y avait davantage de projets collectifs, des méthanisations collectives, et auquel cas, est-ce que ça avait un impact sur l'acceptabilité de ces projets-là? Alors, je pense que Philippe Puech aurait pu vous répondre par rapport au panorama régional. Peut-être Claude Bompard, vous avez un regard régional aussi? Ce qu'on peut dire, c'est que sur la partie agricole, les premiers porteurs de projets qui sont partis sur ces projets agricoles, c'était plutôt des agriculteurs solides, bien formés, avec des fermes qui avaient la bonne taille pour conduire leurs projets en autonomie. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on va attaquer un peu une deuxième catégorie dans le besoin d'accélération de développement d'agriculteurs qui devront se regrouper pour avoir effectivement la taille critique, la masse. Et finalement, ce n'est pas forcément le plus simple, parce que effectivement, ça peut faciliter l'acceptabilité, parce que plus de monde en parle, plus de monde est partie prenante, plus de monde peut expliquer les bénéfices que cela a pour eux et pour le territoire. Mais d'un autre côté, la compensation, c'est qu'il y a une complexité sur la gouvernance qui n'en fait pas les projets les plus faciles. Mais pour autant, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte et qu'on soit en capacité d'aider, d'accompagner, parce que c'est une partie importante du développement futur en agriculture, notamment en Occitanie, où la taille des exploitations est plutôt plus petite que la moyenne nationale. Une dernière question. Oui. On vous écoute, allez-y. Oui, bonjour. Donc, c'est vrai que pour rebondir là-dessus,
Je voulais apporter un témoignage. Donc, je travaille pour une agglomération, Loire-Forêt, donc qui n'est pas sur cette région, qui est en Rhône-Alpes-Auvergne. Et c'est vrai que je suis un petit peu étonné de voir les difficultés que vous avez à mettre en place les unités là, sur la région. Parce que nous, par exemple, sur notre agglomération qui regroupe 80 communes, 100 000 habitants. Donc Loire-Forêt, c'est quoi? Roanne? Alors, c'est entre Roanne et Saint-Étienne. C'est D'accord. Montbrison. Je ne sais pas si vous connaissez la forme de Montbrison, etc. Voilà. Et donc, on a 4 unités de méthanisation qui se sont mises en place, dont 3 à la ferme. Et effectivement, le modèle, c'était un regroupement d'agriculteurs, quoi. Donc, et c'est vrai qu'il n'y a eu aucun recours sur ces 3, alors que celui qui s'est fait, donc qui était plus industriel, qui s'est fait par CVE, l'entreprise CVE, ça a été plus compliqué. Bon, c'était un plus gros projet. Mais les 3 unités à la ferme qui regroupaient plusieurs agriculteurs, et qui mobilisait donc, c'est vrai, plus de parties prenantes, plus finalement de familles sur le secteur, sont bien passées sans problème d'acceptation. Et donc ensuite, il y en a un qui a fait même une unité de GNV. Donc lui, il est en cogénération et il a son unité de GNV. Son tracteur fonctionne au GNV. Et il y a un projet donc là de station multi-énergie avec du GNV, où une dizaine de transporteurs locaux se sont engagés à prendre des véhicules pour rouler au GNV, notamment produits par les unités de méthanisation mis en place. Comme le projet d'Adeline. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que l'aspect regroupement, c'est quand même pas neutre au niveau de l'acceptation. Au niveau de ces projets. Oui. Et peut-être que les agriculteurs, ils avaient déjà l'habitude de travailler ensemble, parce que c'est vrai que c'est plus un territoire d'élevage. Exactement. Voilà. Donc, ils avaient déjà cette connaissance mutuelle avant de porter le projet, quoi. Voilà, ils avaient l'habitude de travailler ensemble, puis tout le secteur agricole était derrière eux. Il y a peut-être le rôle aussi de la Chambre d'agriculture locale voilà, qui entre en ligne de compte. Ouais. Et notamment avec la loi APER, où la Chambre aura aussi son mot à dire sur les secteurs concernés ou pas, quoi. Je vois l'heure qui tourne. Je pense qu'en fait, il y a 2 situations. Il y a des situations où la répartition entre tous les agriculteurs locaux va diminuer le niveau de tension. Donc ça, c'est plus ils sont collectifs, mieux c'est. Parce qu'après, ça évite un peu les tensions entre les agriculteurs. Mais il y a aussi les zones, je ne sais pas quelle est votre zone, mais c'est des zones où il y a des gens qui ne sont pas du tout agriculteurs. Et là, plus le projet plus il y a de monde, plus le projet est important et plus ça peut faire peur aux personnes qui sont non agriculteurs, quoi. Enfin, bon, là, c'est uniquement des agriculteurs qui sont dans les projets. Je veux dire, les gens qui habitent aussi. Autour, c'est assez rural. Alors, c'est assez rural, voilà. Ouais, c'est assez rural, ouais. C'est périurbain et rural. Et là, en l'occurrence, c'est en zone plutôt rurale. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais par contre, on a des projets éoliens qui n'arrivent pas à sortir. Il n'y a aucune acceptabilité sur l'éolien, quoi. Là, c'est vraiment... mais parce que ce n'est pas du tout, justement, les mêmes porteurs de projets, quoi. Notamment, oui. On aurait pu aussi avoir le témoignage de Dominique Capdevielle, qui a fait une thèse sur le bio-GNV et tout ce qui est financement participatif, les implications citoyennes dessus. Mais malheureusement, c'est un petit peu tard, donc je vous laisse discuter, en tout cas ensemble, si vous avez besoin. Et je vous remercie beaucoup, messieurs, pour ces interventions très pertinentes. Je pense qu'on peut les applaudir. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci.